Bon, voilà. Rebonjour à tous. On est presque dans les temps, je pense, donc pas trop mal. Je vous préviens, donc là, ma présentation va être très très différente de ce que vous avez pu voir les 2 derniers jours. Il n'y aura pas de résultats scientifiques. J'espère que ça sera tout aussi intéressant quand même. Je remercie AD Biotech pour l'invitation ici. Ça a été très très utile déjà jusque-là, très instructif, très intéressant toutes les discussions que j'ai pu avoir avec chacun d'entre vous, certains, les discussions ici. Il reste beaucoup de travail, je pense, donc de manière générale au niveau de l'épigénétique, ce qui est bien pour vous, je pense, les chercheurs, pour nous comme société intéressant aussi, parce que ça veut dire que c'est un marché qui reste en pleine expansion. Donc mon nom c'est Raphaël Werding, moi j'ai la chance d'avoir intégré Diagenode il y a 11 ans maintenant, donc je connais bien la boîte. Quand j'ai rejoint Diagenode on était une douzaine de personnes. Je suis passé par la case du vendeur sur le terrain et puis au niveau marketing, j'ai fait une petite escale aux États-Unis parce qu'on a des bureaux là-bas. Je suis resté là-bas pendant 2 ans et je suis rentré l'année passée en avril pour alors prendre la tête d'une nouvelle équipe qui est l'équipe des Epigenomic Services chez Diagenode, en plein essor pour le moment et j'y reviendrai après. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc Diagenode, une petite société biotech belge basée à Liège. On a démarré en 2003. Une centaine d'employés à ce jour. Les sièges, donc, comme je viens de le dire, c'est à Liège. Un moment important pour nous et pour n'importe quelle société, je pense que c'est la levée de fonds à un certain moment parce que voilà, on voyait que le marché était là. On voulait aller plus vite que le marché, on va dire. Donc on a réussi à convaincre certains investisseurs. Le bâtiment, pour la petite anecdote que vous voyez là, en fait, ça, c'est un bâtiment qui a été construit. On est rentré dans ce bâtiment en 2013, je pense. Au moment où on a démarré la conception du bâtiment et le moment où on est rentré, il y a eu un laps de 2 ans, je pense. Et quand on est rentré dans le nouveau bâtiment, il était déjà trop petit. Donc là, en fait, derrière, il y a maintenant une extension qui fait 2 fois la taille du premier bâtiment. Voilà, pour essayer de regrouper toute la société. Autre détail intéressant et important, c'est qu'on investit une partie significative de notre budget à la R&D pour rester à la pointe, essayer d'innover, essayer d'accompagner les scientifiques dans les développements pour demain. Alors, on est une société belge, mais on vend très peu finalement, proportionnellement parlant, en Belgique. On vend maintenant partout dans le monde, avec le siège à Liège. Donc, on a des bureaux aux États-Unis, au New Jersey. Et on a ouvert récemment aussi un bureau en Amérique du Sud, au Chili, ça c'était en janvier de cette année, et un bureau au Japon qui a été ouvert l'année passée. Et à part ça, tous les petits points bleus que vous voyez, en fait, un peu trop rapide. Tous les petits points bleus que vous voyez, ce sont en fait des réseaux de distribution, donc des distributeurs avec lesquels on travaille pour adresser des régions dans le monde, comme par exemple la Chine qui est très très prometteur. Une très grande partie de notre croissance vient de ce pays-là, ou bien l'Inde, Singapour. Et en Europe, on fait un peu les deux. On a une force directe, mais on a aussi une force de distributeurs. Alors, peut-être aussi, ça c'est peut-être très peu connu, mais en fait, Diagenode est composé de 2 business units. Une première qui s'adresse au marché épigénétique, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais aussi un côté diagnostic moléculaire. Et l'idée à la base, c'était ça en fait. Le focus était censé être sur le diagnostic moléculaire. Donc je vais vous expliquer comment on est arrivé à l'épigénétique. Certains d'entre vous, à mon avis, connaissent cette machine-là. Ça s'appelle un birupteur. C'est un bain à ultrasons que beaucoup de personnes dans le domaine de l'épigénétique utilisent pour fragmenter la chromatine. C'est une étape cruciale juste avant le démarrage du chip ou même pour des méthodes comme le MEDIP. Et c'est comme ça que ça a démarré. En fait, encore moins d'entre vous, à mon avis, reconnaissent ceci. Ça, c'est le birupteur, la toute première version. Et c'est comme ça que tout a démarré, en fait. Je ne peux pas parler des Diagenode et du succès qu'on a eu relatif dans ce domaine sans parler du birupteur. Et en fait, ça vient c'était pour moi, il faut parfois avoir un peu de chance. Notre CEO était très opportuniste, je pense. Et comme il avait pas mal de connexions avec le Japon, il a passé, lui, je pense, 2 ans au Japon. Et il connaissait donc l'inventeur du birupteur. Ils se sont rencontrés et l'inventeur lui dit, tiens, au Japon, on en vend 10 par mois, pourquoi tu n'essaierais pas en Europe? Il a pris la machine sur le bras, il est parti en Europe et il a fait son petit tour. Je pense qu'il a même placé un des premiers birupteurs à l'Institut Pasteur, ici à Paris. Et en fait,
cette machine-là, elle était vendue pour faire de la liste cellulaire à la base. Et quand il a commencé à faire son petit tour et commencé à parler avec des gens qui, par hasard, certains avaient démarré dans le domaine de l'épigénétique, ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait peut-être une autre application beaucoup plus intéressante encore, qui était la fragmentation de la chromatine. Et en fait, le birupteur faisait quelque chose que les éducateurs à sonde étaient incapables de faire, c'était de rendre cette étape-là reproductible. Et donc, il y a eu un premier test à l'Institut Pasteur, ils ont acheté, c'est devenu un centre de référence. On est passé en Allemagne, à l'EMBL, on a choisi quelques centres et on a réussi à placer certains birupteurs, des birupteurs un peu partout dans ces centres, pour finalement assister à une croissance exponentielle. Tout le monde voulait cette machine pour faire justement du sharing de la chromatine. Aujourd'hui, le birupteur, il est cité dans plus de 3000 publications. On a des milliers et des milliers de machines présentes partout dans les laboratoires dans le monde. Et en fait, petit détail intéressant, c'est que cette machine-là, parce que en business, en fait, il ne suffit pas d'avoir le bon produit, il faut aussi l'avoir au bon moment. Parce que cette même machine-là, en fait, est la même personne. Donc notre CEO, Didier Allard, il a essayé de la vendre pour une autre société 5 ans avant. Il n'a pas réussi parce que ce n'était pas le bon moment, parce qu'il n'y avait pas ce besoin pour cette nouvelle application, en fait. Donc la même machine, 5 ans avant, ça n'a pas marché. 5 ans plus tard, avec le boom au niveau de l'épigénétique, ça a complètement décollé. Et nous, donc, on a surfé sur cette vague-là. Le succès qu'on a eu avec le birupteur nous a permis en fait de se diversifier, parce qu'il est clair aussi que quand on a autant de succès avec un équipement, c'est aussi très très risqué. Ça génère beaucoup de chiffres d'affaires, c'est très bien, la croissance elle est là, mais à partir du moment où il y a un compétiteur qui entre en jeu, qui vient avec peut-être une machine qui est 2 fois moins chère, 2 fois plus rapide, 2 fois mieux au niveau de la performance, on peut très vite perdre ses parts de marché. Donc on a profité en fait du succès du birupteur pour lancer des anticorps, parce qu'au niveau du chip, ça c'est un autre point très très crucial pour les chercheurs, des anticorps, des kits hautement validés. On a fait une prochaine étape, c'était le lancement d'un système automatisé, parce que là, à nouveau, c'était avec la généralisation du chip des labos qui en faisaient de plus en plus, aller vers une plateforme automatisée avec du sens également. On a parlé tout à l'heure des consortiums comme ENCODE. On a eu aussi notre ENCODE en Europe, qui est le projet Blueprint, pour lequel nous, on était un des partenaires commerciaux. Donc, on a aidé le consortium à développer, à produire les anticorps, parce qu'on le fait nous-mêmes, et aussi à les valider. Une fois que certains batchs de certains anticorps étaient validés, Diagenode était alors le partenaire industriel commercial pour mettre ces anticorps sur le marché. Juste petite parenthèse par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport à ENCODE, c'est vrai que à la base, l'idée c'était ça, harmoniser la recherche, harmoniser le protocole. Comment est-ce qu'on analyse des données de ChIP-seq? Là, c'était essentiellement ChIP-seq. Mais je dois dire que moi, personnellement, avec tout ce qu'on a vu, tous ces projets qui sont venus et qu'on a vu arriver, auxquels on a participé ou pas, on n'y est toujours pas, en fait. Donc je sais que la discussion, elle est lancée, mais nous, par exemple, on avait beaucoup d'espoir. On pensait, ah oui, très bien, donc l'anticorps, c'est une partie capitale du chip-seq. À partir du moment où Blueprint dira, c'est cet anticorps-là qu'il faut utiliser, et avec le réseau qui existe partout dans le monde, on s'est dit, les gens vont suivre. En fait, ça a duré pendant un petit moment. On a profité de ce momentum. Donc les gens se parlaient, ils disaient, bah oui, il faut acheter le batch chez Diagenode. Mais à partir du moment où on parlait moins de Blueprint, tout ça, en fait, c'est retombé à l'eau. Je pense que le projet, il est officiellement terminé maintenant, l'année passée. Et donc, j'ai l'impression qu'on revient un peu à la case de départ. Donc voilà, je crois qu'il reste encore pas mal de choses à mettre en place. Alors, un autre lancement au développement, à nouveau, c'était par rapport à une problématique de nos clients sur le terrain, parce que quelqu'un qui fait du ChIP-seq, ou bien il démarre avec très peu de matériel, alors il se retrouve avec très peu d'output à la fin, ou bien il a beaucoup de matériel, mais il regarde des protéines qui sont très très peu abondantes. Et à nouveau, on est dans un contexte de low input. Donc, on a lancé un premier kit de la prep low input. Cette machine-là, c'est le Megaruptor 3. Ça, c'est un autre développement, donc à nouveau dans cette optique de diversification. C'est une machine qui sert à fragmenter de l'ADN, mais cette fois-ci pas pour du séquençage Illumina, mais pour du séquençage plutôt PacBio, Oxford Nanopore, parce que là, on regarde des longs fragments. On nous dit qu'on va pouvoir séquencer une molécule à la fois, on n'y est pas encore, donc jusque-là, il va falloir fragmenter. Et ça, c'est une des machines qui permet de faire ceci. Le lancement des services, donc ça c'est un gros changement chez Diagenode et j'y reviendrai après.
et aussi des solutions RNA-seq pour préparer des librairies. Alors, de manière générale, pour résumer, en fait, à chaque fois, on a essayé d'identifier un challenge, un défi sur le terrain, chez nos clients, essayer d'apporter une solution par de l'innovation, par une machine qui pourrait résoudre tel ou tel problème. Donc on a parlé du hunter, on a parlé des anticorps, le problème au niveau du séquençage. Certaines personnes savaient faire du chip et suivi par de la qPCR, mais quand on parlait des séquençages, c'était plus possible, parce qu'ils n'avaient pas l'équipe pour faire la librairie. On a parlé de l'Ipistar et un autre point, donc ça rejoint le lancement des services. Pourquoi les services? Parce que un gros bottleneck, ça je l'entends très souvent sur le terrain quand je discute avec les clients, et je pense qu'ici c'est similaire aussi, un gros bottleneck c'est la bioinformatique. Pas parce qu'on n'a pas les gens compétents pour analyser les données, mais parce qu'ils sont très occupés. Très souvent j'entends, oui, dans l'accord Facility, on a un bioinformaticien, il sait le faire, mais ça sera dans 3 ou 4 mois. Donc à nouveau, avec le lancement des services, on a essayé de pallier à ce fait-là. Donc les services, pourquoi plus particulièrement les services? Donc pendant je gère cette équipe-là, donc ça coule de source, j'imagine, mais aussi parce que parce que aujourd'hui j'essaie de parler un peu de Diageo, donc l'historique, comment est-ce qu'on en est arrivé là à l'épigénétique, mais il est clair que pour nous maintenant la prochaine étape c'est vraiment le service, et donc je vais rentrer un peu plus en détail. Il faut savoir en fait que les services, dans la société chez nous, il y a certaines personnes qui avaient déjà, entre autres le CEO, ils avaient de l'expérience avec du service dans d'autres boîtes, mais en fait le service c'est compliqué comme business model parce qu'on peut générer très vite du chiffre d'affaires parce qu'il y a une demande, mais pour qu'il soit rentable, c'est une autre histoire. C'est pour ça qu'on a un peu tâté le terrain, on a attendu peut-être un peu trop longtemps je pense, mais à un certain moment on avait tellement de demandes. On s'est dit, d'accord, la rentabilité, on va essayer de résoudre ça en cours de route, mais on ne peut pas fermer les yeux à cette demande qui était de plus en plus présente. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu la demande du marché et on a fait le lien avec l'expertise qu'on avait en interne. Donc, une société, je vous ai dit, on s'est lancé en 2003, on s'est attaqué à l'épigénétique, donc on a quand même un track record de, on va dire, 14-15 ans de travail au niveau de l'épigénétique. Et cette expertise-là, justement, ça vaut beaucoup, ça vaut de l'or pour certaines personnes qui veulent se lancer au niveau de l'épigénétique, qui n'ont peut-être pas les moyens, ils n'ont pas les laboratoires nécessaires ou pas les capacités bioinformatiques pour analyser leurs données. Donc nous, ce qu'on propose, c'est du chip-seq, tout est basé sur le séquençage, même si on fait aussi un peu de qPCR, mais sinon c'est essentiellement chip-seq, RABS, whole genome, bisulfite sequencing, du MEDIP et aussi de l'RNA-seq. On essaie, nous aussi, de faire le lien, en fait, entre ces trois couches, on va dire, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de méthylation, et dans une des discussions que j'ai eues avec Romain, par exemple, on parlait de la méthylation, et c'est vrai que nous aussi, les gens qui sont le plus loin de l'épigénétique, parfois, ils ont tendance à aller d'abord vers la méthylation parce qu'ils pensent que c'est peut-être le plus simple, le mieux étudié, et le plus simple à mettre en place. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui regardent la méthylation, mais en fait, c'est pas parce qu'un gène est fortement méthylé, une région promotrice, que le gène il va être forcément inhibé. Donc ça, on en a parlé un petit peu. Donc il y a aussi la chromatine, donc avec les facteurs de transcription, les complexes protéiques qui peuvent jouer un rôle très important, autant que les ARN. Donc on essaie vraiment de faire le mélange entre tout ça, même si aujourd'hui, c'est vrai que les gens nous approchent pour avoir une réponse à une thématique bien précise. Très important pour nos clients, c'est qu'on s'occupe de tout, de A à Z, à nouveau, parce que bon, parfois on n'a pas le choix, on ne sait pas mettre tout un pipeline comme ça en place dans son propre laboratoire. Le client, à la fin, il reçoit des données, les figures, tout ce qui est généré, les raw data, les données, le rapport, les figures, tout est la propriété du client et il peut l'utiliser pour inclure dans ses papiers. Autre point très important, à nouveau, parce qu'on parle beaucoup avec des gens qui sont inexpérimentés, pas des experts au niveau de l'épigénétique, donc ils ont besoin de nous pour designer leur projet à la base, parce qu'on a fait quelques projets avec des clients, où on a laissé le client designer le projet, mais à la fin, quand on arrive à la bioinformatique, on a un gros souci, parce que voilà, il n'y a pas assez de réplicas, ou voilà, le design tout simplement n'était pas comme il fallait. Alors, on a des experts internes qui s'occupent du projet de A à Z. Et donc, même si donc il y a forcément un support tout au long du projet, mais
le plus important pour moi, c'est vraiment le support au niveau de la bioinformatique, parce qu'à nouveau, parfois, il faut vraiment prendre le client par la main et traverser le rapport et lui montrer, essayer de l'aider même au niveau de l'interprétation biologique. On essaie d'aller le plus loin possible. Alors, peut-être ça peut vous intéresser, parce que je pense que nous, avec les services, en fait, ça donne un peu les tendances générales. Vers quoi est-ce que vont les gens? Qu'est-ce qu'ils demandent? C'est quel type de service? Alors, juste pour vous donner une idée, la plus grosse partie, ça reste humain, souris et le rat, surtout humain et souris. Mais on a aussi des organismes comme le zebrafish ou même la daphnie. On a eu un projet sur la daphnie, donc l'entrée de la toxicologie, écotoxicologie, je crois qu'on y est aussi. Mais le plus intéressant, et ça confirme un peu ce qui a été dit là récemment, je crois qu'au niveau agrigénomique, là pour le moment, il y a un boom incroyable. Je crois que ces personnes ont compris l'intérêt de l'épigénétique. On ne sait pas encore très bien vers où on va, et puis comme on a dit, il y a plusieurs couches, donc c'est très très complexe. Mais nous, on voit vraiment un boom incroyable. Donc on travaille maintenant sur le cheval, le pig, la vache, le mouton, le poulet. On dirait qu'il n'y a plus vraiment de limite. En fait, on a eu des discussions sur le blé, sur le chien. Voilà, donc c'est très intéressant. Et nous, ça nous donne un peu une direction aussi pour la suite. Alors, au niveau du profil client, à nouveau très intéressant. Donc là, on a parlé aussi les pharma, les big pharma. Là, pareil, en fait, on est approché de plus en plus par les grosses boîtes pharma, parce que eux, ce qu'elles veulent, c'est de l'outsourcing. J'ai compris aussi que pour la cosmétique, c'est complètement différent. C'est pas vraiment de l'outsourcing qu'il leur faut, parce qu'il y a le côté secret qui est très très important. Mais en ce qui concerne les boîtes pharma, elles nous approchent parce qu'elles ne veulent pas investir. Elles veulent tout outsourcer, elles ne veulent pas avoir d'ennui, et donc elles se tournent vers des experts comme Diagenode. Donc là, évidemment, c'est évident que pour nous, en tant que société, ce sont les projets les plus prometteurs, parce qu'on parle ici, il y a par exemple un projet qu'on a avec une grosse boîte pharma, on parle de centaines d'échantillons sur lesquels on fait de l'RBS, c'est l'étude de cancer, et en fait, ils essayent de trouver des biomarqueurs qu'on va essayer d'identifier avec eux, et la prochaine étape, ce sera alors, avec ces biomarqueurs-là, aller vers une approche beaucoup plus ciblée, et alors screener des milliers d'échantillons. Donc, forcément, pour nous, en tant que société, c'est très, 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 très intéressant et très prometteur. Tout ça, bon, c'est pas surprenant. On en a parlé un petit peu. On a parlé des epigenetic drugs qui sont maintenant sur le marché déjà. En fait, quand on regarde ce qui est en train de se préparer, on parle d'une centaine d'autres molécules. Donc, ça ne va pas s'arrêter là. Et je crois que les boîtes pharma ne vont pas arrêter d'investir dans ce sens. Alors, voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal, je pense, au niveau du temps. Donc j'arrive à la fin. Ça, c'est un petit résumé. Donc pour résumer Diagenode et notre histoire, tout a démarré avec le bioreacteur. C'est sur cette vague-là qu'on a surfé pour diversifier notre portfolio. On a eu pas mal de collaborations, autant académiques qu'industrielles. Donc on a parlé de Blueprint, mais il y a eu beaucoup d'autres projets avant dans lesquels on était impliqués, surtout au niveau européen. J'ai parlé peu des collaborations industrielles, mais pour en citer une, on a par exemple travaillé avec IonTorrent. Quand IonTorrent a lancé le PGM et que c'était vraiment à la mode, et puis avec le proton, en fait, on avait un contrat avec IonTorrent qui disait en fait qu'avec chaque PGM installé, il y avait un bioreacteur qui était du moins suggéré. On a vendu, je crois sur 2 ans, au moins 1000 machines, juste grâce à cette collaboration-là. Pareil avec PacBio, je vous ai parlé du Megaraptor 3. PacBio recommande le Megaraptor 3 avec chaque machine installée. Donc tout ce genre de collaborations peuvent être très très bénéfiques également. L'expansion du réseau de distributeurs, très très important aussi. J'ai parlé de la Chine, pour laquelle on a le plus d'espoir pour le moment, mais il y a aussi d'autres zones, comme avec l'ouverture du bureau au Japon ou en Amérique du Sud. On a beaucoup d'espoir. Et last but not least, donc les services. Voilà, donc c'est vraiment nous... dans notre activité, c'est vraiment le secteur sur lequel on mise le plus pour le moment, parce que bon, la demande, elle est là, elle explose. Ça nous permet d'approcher des clients avec lesquels on n'était pas en contact du tout. Les gens du FANG, par exemple, ou tout ce qui est agrigénomique, c'était un public qu'on ne ciblait pas du tout, parce qu'on n'y pensait pas ou parce que c'était difficilement atteignable. Mais voilà, donc ça ouvre pas mal de portes pour nous. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.